Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h23, merci d'être avec nous et merci à Marc Wielinski d'être avec nous ce matin, écrivain, conférencier, homme d'audiovisuel, et Sophie Peeters qui est avec nous aussi ce matin. Sophie, vous êtes coach, attendez si je retrouve ma petite fiche, psychanalyste, bien sûr. Et vous intervenez dans ce livre qui s'appelle Comment bien vivre la fin de ce monde aux éditions Guy Trédaniel, puisqu'il y a une longue conversation entre vous deux, on vous l'expliquera bien sûr dans un instant. Oui, c'est les points de vue donc d'une quinzaine de personnalités. Bon, d'où ça vous est venu déjà cette idée, Marc Wielinski, d'écrire ce livre qui éclaire sur les dangers de notre planète, mais voire de la catastrophe, quoi, hein, bien sûr, quoi. Oui, en fait, c'est venu je m'étais mis à écrire, comme je suis écrivain, j'étais venu à travailler sur un livre l'année dernière. C'était un petit peu avant le Covid. Oui, avant le Covid. Voilà, oui, le Covid est venu perturber un petit peu l'écriture du livre. C'était plutôt un roman à la base. Alors, oui, au début je voulais faire un roman qui se passait en 2060. Oui. Et j'ai commencé à me dire à quoi va ressembler le monde en 2060. Et j'ai commencé à lire les travaux des futurologues, etc. Puis je suis tombé sur tous les collapsologues américains, français, etc. Et à un moment donné, j'ai eu une espèce de crise de panique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Notre génération est en train de vivre la fin du monde. Ça sera avec l'augmentation voilà, on parle de l'augmentation de la température, 2 degrés, 3 degrés, 2 milliards de réfugiés climatiques. Surpopulation. Surpopulation. La faune sauvage, 2 tiers de la faune sauvage a disparu quand même ces 50 dernières années. 75% des insectes volants en Europe ont disparu. Et je me suis dit, on va vivre dans un monde ça sera la fin du monde, ou alors ce sera un monde invivable et d'une tristesse absolue, parce qu'un monde où il y aura plus de rhinocéros, où il y a plus d'éléphants, etc. Mais est-ce que la prise de conscience, c'est vous êtes grand-père, hein, donc c'est ce petit garçon de dire que finalement ce que vous avez vécu vous, il ne verra pas lui. Exactement, c'est l'idée que on est la dernière génération à vivre ce monde avec cette beauté, cette facilité d'une certaine façon. Et ça, Sophie Peeters va en parler. Parce elle dit bien que on a vécu 50 années exceptionnelles. Franck Ferrand que j'interviewe aussi. Dit la même chose et un certain nombre de choses. On a vécu une période exceptionnelle. Notre génération, est-ce qu'elle n'est pas fautive quelque part et ça, Alain Minck le dit aussi, pendant 50 ans, voilà, on s'est développé, on a eu nos activités, on est devenu journaliste, avocat, et est-ce qu'on s'est vraiment préoccupé de la planète? Est-ce qu'on n'a pas laissé aux jeunes la tâche de faire ce boulot? Alors, je me suis dit, et c'est Sophie qui m'a dit, mais t'es angoissé, mais tu ne restes pas seul. Voilà. Ne reste pas seul avec tes angoisses. Va voir les gens que tu voulais voir. Ouais, parce que vous êtes un pessimiste de nature ou pas? Non, pas vraiment. Je suis pas un pessimiste de nature, mais je suis un réaliste. Extrêmement troublé au début du livre. Oui, mais il y a de quoi. Et grâce à Sophie, ça c'est clair. Alors, et Sophie me dit, voilà, va voir des gens, ça va te décentrer. Vous savez, ils disent, ça va te décentrer, c'est-à-dire que tu vas pas rester sur tes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'à chaque fois que j'ai vu, donc Sophie, puis après Étienne Klein, et puis après Joël de René, puis des théologiens. J'ai été voir des scientifiques, des psychologues, des théologiens, etc. Tous des gens qui sont, comme j'étais dans les médias, je connais un peu de monde, tous des gens qui sont que je considère comme très intelligents, et ils m'ont dit tous, mais non, c'est pas la fin du monde qu'on est en train de vivre. Et là, j'ai changé le titre, c'est la fin de notre monde, et on va t'expliquer. On va te donner notre vision des choses. Ouais. Et ce sont comme des lumières peu à peu qui se sont allumées dans ma déprime. Mais ce qui est intéressant, avant d'avoir effectivement le point de vue de ces personnalités, c'est cet échange que vous avez avec Sophie. Sophie, vous êtes là, justement de cette angoisse que l'on voit, nous, à la télévision, des informations qu'on nous envoie, et qui génèrent une peur qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et vous prenez énormément de hauteur face à lui, parce qu'il arrive, il est très très angoissé, et justement d'appréhender toutes ces peurs, et de savoir comment les canaliser. Mais vous avez raison, ce qu'on vit et ce qu'on traverse actuellement fait très peur, parce que la façon dont on le traite comme un trauma. Vous savez, quand on est dans un trauma, on tourne en boucle dans son histoire, dans ce qui nous arrive. C'est ce qu'on fait dans les médias en ce moment. C'est le sujet de la pandémie, du Covid, confinement, pas confinement, qui tourne tout le temps sur lui-même. Et ça nous fait, nous tourner sur lui-même. Alors quand Marc parle de se décentrer, on n'a pas aujourd'hui de possibilité, à part ceux qui sont habitués à lire, à se ressourcer, je sais pas, dans la musique, dans les
hasard dans autre chose. Pour ceux qui restent très branchés médiatiquement, c'est vrai qu'ils sont en mode stress traumatique en permanence, et ça c'est extrêmement mauvais pour notre santé mentale, et c'est peut-être ça le vrai souci d'aujourd'hui, parce que on est dans une pandémie, on va pas pouvoir changer les choses. Si on doit se confiner, on doit se confiner. Non mais attendez, c'était parti d'avant la pandémie. Oui. Non, mais absolument, là, parce que ça a été aggravé. Non mais c'est vrai, ça a été aggravé par la pandémie. Voilà. Mais la question de Marc à l'origine, qui est la fin de ce monde, et peut-être que la pandémie d'ailleurs est en train de marquer un cap. On est peut-être le fameux point de bascule dont certains contributeurs du livre parlent très bien, dont Marc Alévi, le physicien Philippe Guimand. On est sans doute dans ce point de bascule avec la pandémie, mais quand Marc a démarré son livre, il faisait déjà le constat qu'on était arrivé au bout de quelque chose, et on avait tous ce sentiment. Ouais. Franchement, juste avant le premier confinement, on avait l'impression d'être tous un TGV lancé à grande vitesse, et quand on s'est arrêté en pleine gare, on s'est dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc on l'a vécu physiquement dans nos corps. Donc oui, il y a un monde qui se termine, et comme tout monde qui se termine, c'est la perte, et l'émotion de la perte, c'est la tristesse. Donc on est en train de... C'est comme une période de deuil. On est en phase de deuil, absolument. Et la phase de déni, à la limite, on pourrait prendre d'ailleurs les 5 phases de deuil. Vous savez, le déni, la colère, le chantage, le non, c'est pas possible, mais si ça existe, et puis cette immense tristesse avant la phase d'acceptation. On est peut-être en train de faire des allers-retours dans ces phases-là, parce que de fait, il y a des choses irrémédiablement perdues dans ce monde-là. Allez, on va continuer d'en parler avec vous. Donc Marc Wielinski, Sophie Petters. Non, bien sûr, c'est le constat. Derrière, il y a quand même de l'espoir, il y a des solutions, etc. Ce que disent certains. On sera en ligne aussi avec Frédéric Tadei, qui contribue également, journaliste animateur, qui contribue bien sûr dans ce livre, puisqu'il y a toute une série d'entretiens. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h33, ce livre aujourd'hui s'appelle Comment bien vivre la fin du monde, aux éditions Guy Daniel, éditeur. Marc Wielinski est avec nous, écrivain, conférencier, homme d'audiovisuel. Sophie Petters aussi, psychanalyste et coach, et on revient justement sur ce point de vue en 2060 de 15 personnalités justement sur l'effondrement de la civilisation. Oui, et Frédéric Tadei aussi qui a été appelé à contribuer. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quand Marc Wielinski est allé vous voir pour dire toi comment tu vois la fin de ce monde, grosso modo, je schématise, mais c'était un petit peu ça. Comment vous avez réagi? Comme je réagis dans le livre en disant que je n'y crois pas. Je crois jamais à la fin de quoi que ce soit. Vous savez, on nous a dit très souvent, on a pensé que la radio c'était la fin des concerts, le cinéma c'était la fin du théâtre, la télévision c'était la fin du cinéma. Non, ça n'est jamais la fin. Il y a quand même un début de fin, et pour aller vers quelque chose de nouveau, non? Oui, le monde se transforme, il change en permanence, et c'est ce que je trouve excitant, d'ailleurs, ce que je raconte dans l'interview qu'a faite Marc. Mais vous parlez de véganisme aussi. Est-ce que ces idées totalement radicales vont finalement par s'instaurer, ou alors elles vont... il ne restera pas grand-chose? Non, le véganisme, comme l'animalisme, l'antispécisme, moi je trouve ce sont des réflexions assez intéressantes. Les gens sont assez imaginatifs. Maintenant, ça pose des problèmes. Si dans un monde vegan, par exemple, il n'y aurait plus d'animaux, puisqu'on ne les mangerait plus, on n'exploiterait plus les animaux non plus, donc on n'en aurait plus besoin. Personne ne va donner des champs de plusieurs hectares à des vaches qui ne servent à rien. Donc moi, je préfère qu'on reste comme on est pour qu'il y ait toujours des animaux. Oui, ça existe. Regardez en Inde, mon cher Frédéric. En Inde, vous remarquerez que les animaux que vous ne mangez pas ou que vous n'exploitez pas, il n'y en a pas toujours. Non, c'est vrai. Il faut qu'ils soient sacrés. Mais derrière, puisque vous êtes un spécialiste de la culture, donc du cinéma, littéraire également, la fin du monde, ça a toujours été une sorte de fantasme dans l'imaginatif, dans l'imaginaire collectif, ou déjà même d'auteur. En 2000, c'était la fin du monde. Oui, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui d'ailleurs, puisque grâce au progrès numérique, on peut faire des films de fin du monde
très très réaliste. Donc aujourd'hui, on a une image de la fin du monde qu'on avait moins il y a un siècle. Vous voyez, c'était il y a un siècle, vous vouliez faire un film sur la fin du monde, vous le faisiez avec des boîtes en carton et des ficelles. Aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, vous y croyez. Donc on a non seulement une vision de la fin du monde présente dans des films, des séries, on est familier avec ça, mais en plus il y a une esthétique de la fin du monde. Donc c'est plus effrayant, mais c'est aussi plus désirable. Frédéric, vous vous projetez à combien d'années, vous ? C'est-à-dire quand très vous... peu. Moi, je n'ai pas l'esprit de conservation. C'est-à-dire que c'est plutôt au jour le jour. Oui, exactement. Et vous voyez pas, vous regardez pas dans l'avenir en disant, ben voilà, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que effectivement, est-ce que je changerais moi mes habitudes ? Est-ce que j'envisagerais quelque chose ? Parce que c'est important de voir l'avenir, parce que là on part en 2060, mais il a fallu que vous vous projetiez quand même. Vous savez, de toute façon, là, on vient de vivre, on vit encore une pandémie sans précédent, non pas par la gravité de la pandémie, mais par les mesures que nous avons prises pour la combattre. Donc, forcément, on a fait là, on a changé tellement d'habitudes, on en a pris tellement d'autres en si peu de temps que vous pouvez vous attendre à tout, de toute façon. Après, vous faites des choix, comme je l'explique à Marc dans le livre. Moi, je suis un optimiste et je pense que les choses ne finissent pas comme ça, comme on peut l'imaginer. Et je pense que le pire n'arrive jamais. Donc, dans l'histoire, on s'est aperçu que le pire n'arrivait jamais. Je pense que on l'a frôlé parfois. Et la technologie nous ont sauvés à plusieurs reprises et qu'elles nous sauveront encore. Et surtout, je pense que les gens qui veulent que nous ayons peur, les gens qui vous disent « ayez peur », c'est toujours pour la même raison, c'est qu'ils veulent un gouvernement plus autoritaire. C'est vrai toujours dans tous les cas. Donc moi je préfère être sauvé par la technologie que d'être sauvé par une dictature. Oui. Est-ce que c'est la question finalement que vous recherchez à travers tous ces entretiens, Marc Wielinski, est-ce que les humains ont les ressources nécessaires pour faire face finalement à tous ces défis qui nous sont imposés et que l'on s'impose d'ailleurs nous-mêmes. Bien sûr. Alors là, les ressources, et il y a un certain nombre de gens, dont Joël de Renet, qui exposent le fait que technologiquement, à chaque fois que je lui pose une question, il dit la réponse, la réponse c'est pas, et Frédéric Le Tadei le dit aussi, c'est pas dans la technologie elle-même, c'est dans la production, la masse de production qu'il faut faire, parce que pourquoi les espaces naturels disparaissent, c'est aussi parce que cette pression démographique. Enfin, si je vis 80 ans, j'aurais vu, et tout le monde, tous les gens de ma génération auront vu la population de la Terre tripler quand même. Ouais. Alors ça, c'est pas innocent comme pression sur le chose. Et là, les technologies, alors là pour le coup, on a eu avec le Covid la preuve que la technologie pouvait se mettre en marche pour la société. Alors on dira ce qu'on voudra sur l'industrie pharmaceutique. Je suis pas un défenseur particulier de l'industrie pharmaceutique, mais en un an, elle a répondu avec des vaccins à cette... Donc la technologie, la chance qu'on a, une des chances qu'on a, on en a d'autres, c'est de vivre à une époque où la technologie n'a jamais été aussi importante et aussi rapide. Mais la technologie ne répondra pas à toutes les questions. Mais vous parliez des ressources, d'ailleurs Joël de Renet vous dit que les ressources comme l'eau potable, c'est pas le problème. Le problème c'est l'accès à ces ressources. C'est l'accès, c'est la distribution. Oui, mais c'est un vrai problème. Parce que même si au niveau des sociétés, les choses évoluent, la jeunesse, mes interlocuteurs croient beaucoup à la jeunesse. Et la jeunesse a compris est déjà beaucoup plus loin. Mais les superstructures, les États, les États-Unis, la Chine, les trucs comme ça, est-ce que eux, ils vont assez rapidement faire les mutations qu'il faut? Est-ce qu'ils vont écouter le peuple assez vite? Et ça, Michel Maffezoli dit des choses extrêmement intéressantes là-dessus. Est-ce que les élites écouteront le peuple assez rapidement? Parce que on est quand même dans une espèce de course contre la montre. Oui. Mais juste avant de prendre quelqu'un, Sophie, est-ce qu'on met pas trop de poids sur les épaules des jeunes, de cette jeunesse justement? Non, j'ai pas le sentiment qu'on leur met du poids parce qu'eux vont pas l'accepter ce poids-là. Enfin, ce qu'on voit autour de nous, c'est que cette jeunesse, elle va prendre la tangente. C'est Philippe Guimand qui dit très justement dans ce livre que on aura peut-être deux mondes. On aura les jeunes ou les nouvelles générations qui voudront vivre dans les villes, et puis ceux qui auront pris la tangente dans des campagnes et qui vivront de façon sans doute plus frugale. Et donc, on va avoir sans doute une cohabitation entre deux systèmes qui existent déjà. On a autour de nous tous des jeunes qui ont décidé
suicider, de pas faire les carrières qu'on a fait, de pas prendre les chemins qu'on a pris. Donc il y a déjà quelque chose qui est à l'œuvre d'une jeunesse qui a envie d'une autre vie, et c'était avant le Covid, et sans doute que la crise du Covid va accélérer ces décisions-là. En revanche, le point que soulève Marc, et j'insiste que c'est un livre qui fait du bien, parce que c'est un livre qui propose vraiment le fait de penser, de réfléchir le monde dans lequel on est aujourd'hui, et c'est très important parce que c'est ça qui peut nous aider à aller bien en termes de santé mentale. Et on parlait de ressources tout à l'heure. La ressource, d'accord, la technologie, mais un être humain, il est plein de ressources, il est plein de capteurs, il a de l'intuition, il a de la créativité, il a de l'énergie physique et psychique, et donc il faut la nourrir, cette énergie-là, et pour la nourrir, il faut que nous sommes des êtres de sens, il faut pouvoir former des nouveaux sens. Et c'est vrai que sans doute les dangers sont plus politiques aujourd'hui. Moi, je trouve que personnellement, quand on regarde l'état du monde, on se dit qu'on se tient un peu tous par la barbichette entre les pays, et qu'il y a un danger politique, parce que dès qu'il y en a un qui prend une décision, ça impacte les autres, et qu'on a très peu de liberté, de marge de manœuvre, nation par nation. Allez, et ça, c'est inquiétant. On a de la liberté au 0826 300 300 pour réagir. C'est Guillaume qui est avec nous de Bordeaux. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci de me donner la parole. Oui, vous êtes chercheur justement en biologie, quoi. Oui, mais bon, c'est pas tellement dans ce... Non, mais quand même, on dit souvent aussi que la balle est dans le camp, alors des nouvelles technologies, mais également des chercheurs, quoi. Oui, les deux vont souvent ensemble. Oui. Mais je ne sais pas tellement dans ce contexte-là qu'on peut intervenir. C'est en tant que citoyen et témoin de ce que j'entends. Donc déjà, par rapport à ce sujet, c'est un sujet qui est très vaste et à la fois vaste et complexe aussi, parce qu'on parle de plusieurs choses en fait lorsqu'on parle de la fin du monde. Moi, je vois surtout en fait la collision entre deux facteurs. C'est les problèmes effectivement environnementaux dont vous avez parlé et climatiques qui se posent à nous, et également la fin du monde, du monde classique de Monsieur Alain Minck dont on a parlé, et de Monsieur Attali et de quelques autres, qui est en train de s'écrouler aussi. Le monde ultra ouvert au cas de vent, on va dire ultra libéral, mais c'est pas exactement ça, puisque le libéralisme, le vrai, ce n'est pas ça, mais ce monde ultra financiarisé, d'échanges complètement, si vous voulez, débridé avec dans tous les sens des porte-containers, comme on le voit d'ailleurs dans le canal de Suez, qui sont là, qui polluent et qui détruisent à la fois les sociétés, les économies et l'environnement, en provoquant des dumpings sociaux, etc. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Ce monde-là, lui, est en train de s'écrouler, clairement, et c'est tant mieux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est en train de s'écrouler ? Écoutez, je pense que quand on voit, ne serait-ce que les réactions à la crise du Covid, vous voyez, qui est quand même... Alors évidemment, en ce moment, ça paraît énorme, la crise du Covid, mais si on la compare à la grippe espagnole ou à d'autres épidémies, finalement, c'est pas grand-chose. Quand on voit les réactions qu'il y a à la crise du Covid, si vous les mettez justement en relation avec ce qui s'était passé il y a plus d'un siècle, la grippe espagnole, les États ne réagissent pas du tout de la même façon. Et là, on a vraiment une tendance à sous la pression de certaines opinions publiques, en tout cas, oui, mais il faut arrêter un petit peu... Ce que vous dites, Guillaume, c'est intéressant, mais par exemple, vous prenez le bateau, le porte-conteneur qui est aujourd'hui coincé dans le canal de Suez. Donc vous dites, le monde de demain, grosso modo, peut-être qu'on va limiter un peu ces échanges, quoi. C'est ça. Vous y croyez vraiment ? Vous savez, quand on voit le succès du localisme, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, lorsqu'on voit le succès du localisme, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir par ailleurs, mais le succès que cette notion d'économie circulaire et locale prend vis-à-vis de toute une jeunesse occidentale et non occidentale d'ailleurs, je pense qu'effectivement on va tout simplement, peut-être sans parler de retour, on va revenir à des solutions qui sont quand même plus cohérente vis-à-vis ne serait-ce que de la survie des économies locales, la survie des systèmes sociaux locaux et la survie de l'environnement, de la planète. Après, je partage complètement le point de vue de Frédéric Taddy sur un autre point, je ne vais pas vous monopoliser la parole, mais qui concerne les technologies. Là, par contre, je pense qu'effectivement, en termes notamment de production d'énergie, on est devant un nouveau continent. On a tout un tas de choses, on a tout un tas de nouveaux concepts et de nouvelles applications à mettre en place qui s'offrent à nous et qui, de mon point de vue, montrent qu'on est très loin d'avoir exploité les soi-disant ressources finies de la planète dont parlent les updates de la décroissance. Oui, c'est vrai. On va poursuivre
Merci Guillaume pour votre réflexion avec Marc Wielinski, comment bien vivre la fin de ce monde, et puis Sophie Peters et Frédéric Tadei qui est en ligne également avec nous, et puis un autre auditeur dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h48, comment bien vivre la fin de ce monde, avec Marc Wielinski qui est avec nous, aux éditions Guy Trédaniel, et bien sûr Sophie Peters qui est avec nous aussi pour en parler. Pas mal de sujets, énormément de sujets. Il y a un sujet qui est assez étonnant, c'est bien sûr c'est l'écologie qui est au cœur aujourd'hui de nos centres d'intérêt, et on dit sur ce sujet que les entreprises seront au cœur de ce sujet. Ah oui. Alors ça c'est vraiment intéressant. C'est une découverte que j'ai fait au fur et à mesure de ces entretiens. J'ai interrogé une personne qui est pas forcément très connue du grand public, qui s'appelle Isaac Gates, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'entreprise libérée, et puis plus récemment L'entreprise altruiste. Et lui il montre, alors là j'ai trouvé ça extrêmement convaincant. Il montre comment finalement c'est vrai que les superstructures, les États, on les écoute pas vraiment, mais l'entreprise qui agit au niveau local, qui a les moyens souvent d'agir sur son environnement, elle peut faire changer les choses de façon durable pour le coup. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et j'avais jamais vu l'entreprise de cette façon. Alors, il y a des gens qui peuvent dire c'est un petit peu bisounours parce que l'entreprise est en train de devenir altruiste. Mais quand on regarde, il montre bien qu'une entreprise qui devient altruiste devient aussi plus rentable que les autres. C'est assez fascinant et c'est assez réjouissant. Oui. Hervé d'Antony était au 0826 300 300. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Comment bien vivre la fin de ce monde? C'est pas la fin du monde, hein. On ne se tire pas une balle quand même. Heureusement, quoi. Mais avant un nouveau monde. Qu'est-ce que chez vous alors Écoutez, moi je vous trouve assez pessimiste en fait, et puis je trouve que vous ne définissez pas le monde dont vous parlez en fait. Donc vous dites la fin du monde ou la fin de ce monde. En fait, oui, de ce monde. Enfin, moi je suis historien déciolé, donc moi, vous me faites rire. Il y a des moments, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit ce qui est vrai. En même temps, comment vivre sans éléphants? Vous pensez vraiment que les paysans du 16e siècle du Nivernais savaient ce que c'était qu'un éléphant? Moi, je le crois pas. Donc c'est nos préoccupations. Alors qu'il y a des dangers, c'est évident, le danger démographique en particulier en ce moment, c'est sûr. Mais le monde dans lequel nous vivons, moi, je crois pas du tout qu'il s'effondre. Il y a des problèmes, bien évidemment, mais il a été façonné par la pensée occidentale avec ses qualités et ses défauts depuis au moins le 15e siècle, sinon le 12e siècle. Donc si vous voulez, en fait, là, notre monde ne peut pas s'effondrer comme ça. C'est ce que disait Frédéric Tadei très justement, dans la mesure où tout le monde entier, tous les peuples sont façonnés par l'idéologie occidentale en ce moment. Et donc moi je la vois pas s'écrouler. Je vois des dangers. Alors vous en avez parlé au niveau de l'environnement. Vous n'avez pas parlé des dangers politiques de l'islam qui se trouve confronté à la modernité et qui réagit de manière très très violente. Mais il n'empêche, si vous voulez, que le principal danger c'est la démographie, et on n'en parle pas. C'est-à-dire que quand vous posez des questions, si vous voulez, vous définissez mal les termes et les dangers, parce que c'est le sujet que vous traitez, que le traite l'auteur, très intéressant. Il est très très complexe parce que en fait vous abordez tous les problèmes à la fois. Ouais. Non mais c'est vrai parce que et celui de la surpopulation. Non mais il est transversal, bien sûr. Restez avec nous, Hervé. C'était intéressant ce que vous avez dit. Oui, et c'est intéressant ce que dit Hervé je suis d'accord avec lui sur la surpopulation, parce que c'est le sujet dont on parle. C'est le point aveugle, parce qu'il y a des gens qui vous disent la Terre, on peut vivre confortablement à 2 milliards, 3 milliards. Lorsqu'on va être 9 milliards, qu'est-ce qu'on fait des 6 milliards qui restent? Enfin, c'est un vrai problème. Donc, certains vous diront que non, c'est pas un problème. Donc, certains disent que c'est pas un problème, mais l'accélération de la démographie était quand même à la racine de beaucoup de choses. Maintenant, il y a une autre dimension qui est peut-être un peu moins dramatique, mais qui est quand même assez triste. C'est la perte de la beauté du monde. Ça, c'est important. Alors, effectivement, Hervé dit, le paysan du XVIe siècle connaissait pas l'éléphant. Par contre, quand il allait dans ses champs, il écoutait les insectes qui bourdonnaient. Et moi, j'ai connu ça il y a 30 ans ou 40 ans. Si vous allez dans les mêmes champs maintenant, vous entendez plus rien.
Et ça, il aurait peut-être vécu cette nostalgie sans avoir jamais entendu parler des éléphants. Oui. Donc ça, c'est une destruction de l'homme aujourd'hui. Et c'est là où c'est votre point de départ. C'est-à-dire que vous avez réagi par rapport à ça en se disant, selon certains, on se projette en 2060 vers une catastrophe écologique et la destruction d'une partie de notre planète, quoi. Et un élément qui a été aussi mon anxiété au départ, c'est que c'est pas des gourous qui vous annoncent la fin du monde. Oui, ils sont des scientifiques. Vous savez, le bug de l'an 2. Il y en a quelques-uns, les collapsologues, il y a des gourous quand même. Oui, il y en a qui sont, mais ils vont tous un peu dans la même direction, et c'est quand même en général des scientifiques, c'est-à-dire des gens, et ils vous disent tous à peu près la même chose maintenant sur le réchauffement climatique, sur des choses comme ça. Donc, on n'a pas affaire à une fin du monde qui est fantasmée. On a affaire à quelque chose qui est une direction dans laquelle on peut aller. Donc, c'est ça qui nous dit. D'ailleurs, pour reprendre le point d'Hervé sur l'histoire et la partie de Michel Maffesoli dans l'ouvrage de Marc, nous dit bien qu'on est en train, d'après lui, de passer comme du Moyen-Âge en fait à la Renaissance. C'est-à-dire, il compare la transition dans laquelle on est en train de passer. On pourrait parler de transition. C'est vrai que l'histoire humaine est longue et nous a prouvé que les humains savaient trouver des réponses, des ressources, se transformer. Donc tout ça est tout à fait juste. Il ne reste pas moins qu'on est en train, sans doute, de vivre une transition entre une certaine façon d'être au monde, on pourrait dire, et demain, on aura peut-être une autre façon d'être au monde et d'habiter ce monde de la même façon qu'il y a eu ce cap entre le Moyen-Âge et la Renaissance, qui a été majeur. Est-ce qu'on s'habitue au pire ou on se rebelle face au pire ? On pourrait dire les deux. Il y a ceux qui vont se rebeller, se révolter, et ceux qui vont s'habituer. Ce qui est certain, et c'est ce que disait aussi Tadi à un moment donné, c'est que il parlait de nouvelles expériences qu'on est en train de faire. L'être humain, on est des êtres d'expérience et on se transforme par nos expériences. On est des êtres d'habitude et d'expérience. Donc on est en train de se créer de nouvelles habitudes qui de fait nous transforment. C'est comme ça qu'on évolue. En fait. Frédéric Tadei qui est toujours avec nous, lui, c'est ce qu'il adore. Qu'il a envie de voir, ce sont toutes ces expériences qui transforment un petit peu le monde, hein, Frédéric. Oui. Vous avez remarqué d'ailleurs, on s'embrasse plus depuis le printemps dernier à peu près. Oui. Je suis pas sûr qu'on va se remettre à s'embrasser chaque fois qu'on se voit. Vous savez, ces gens qui vous font quatre bises. Moi, j'ai vécu déjà le moment où on a commencé à s'embrasser. Quand j'étais petit, mes parents n'embrassaient pas, comme du bon pain, leurs amis. Ça a commencé, et puis là, c'est en train de se terminer. Et je suis pas sûr que ça va reprendre. Oui, et voilà, ça fait partie de ces toutes petites transformations auxquelles on s'habitue immédiatement et qui changent forcément notre monde. Alors après, évidemment, les collapsologues aujourd'hui nous demandent des transformations plus radicales. Ils voudraient que les avions restent cloués au sol, ils voudraient qu'on soit moins sur Internet, ils voudraient instaurer des tickets de rationnement pour pouvoir poster des photos, des vidéos, il voudrait qu'on consomme moins de vêtements. Tout ça est possible, évidemment, mais pas de la façon radicale dont il espère, à moins d'instaurer une dictature, et pas seulement une dictature en France, mais une dictature mondiale. Parce que si c'est seulement en France qu'on est rationné, vous pensez bien qu'on va tous aller dans un pays voisin, et puis si dans le pays voisin c'est rationné aussi, on finira tous en Asie, puisque c'est en Asie aujourd'hui que se trouve la modernité. Katmandou, quoi. C'était un peu les babacools, Frédéric, des années 60 où on allait à Katmandou, entre guillemets. Oui, mais parce qu'à l'époque, Katmandou était en retard économiquement sur nous. Mais aujourd'hui, que l'Asie est en avance sur nous, et la crise du Covid l'a prouvé. Eux, ils ont éradiqué le virus. Ils sont plus en train de se débattre comme nous entre des mesures de confinement qui n'en sont pas et des files d'attente pour se faire vacciner. Ils sont au-delà de ça. Et leur économie a repris, ils vivent à peu près normalement. Nous, on est totalement arriérés. Là, dans sa situation présente, au fond, une aide humanitaire de la Corée du Sud serait la bienvenue. Vous voyez, tout a changé. Le regard que nous portons, nous, Européens, sur notre civilisation est en train de changer. Mais pour rester sur une note positive, est-ce qu'on gagne pas en humanisme, finalement ? Est-ce qu'on ne sera pas moins égoïste ?
Parce que c'est ça aussi l'intérêt du livre. Je pense que ça peut être le contraire, si vous voulez. Moi, je suis dans le livre aussi, je suis plus pessimiste sur ce qui arrive en France, par exemple. La France a beaucoup changé ces dernières années, parce que justement, on est dans une civilisation qui a été florissante pendant plusieurs siècles et qui l'est moins. Donc, on vieillit, donc la guerre civile est rampante, la crise économique persiste, on sent de plus en plus qu'on est sous-développé, il y a la lutte des classes, il y a le racisme, la xénophobie, l'ignorance, tout ça est en train de revenir. Bon, on n'est pas dans une vague progressiste. Oui, c'est quand même un livre d'espoir. Donc on ne va pas tout assombrir, puisqu'il y a des points évidemment plus clairs, bien sûr, à la fin, et plus optimistes dans ce livre. Marc Wielinski, Comment bien vivre la fin de ce monde, aux éditions Très Daniel. Merci d'être venu. Merci Frédéric Tadei et Sophie Peter.